Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous propose de commencer ce webinaire sur la mise en place d'un dispositif de qualité des données efficace et proportionné. On a essayé de choisir un peu nos mots pour décrire le dispositif de qualité des données. Je vous remercie parce que vous êtes très nombreux. Vous êtes presque, vous êtes même 100 personnes maintenant. À vous êtes inscrits, enfin, les participants, et plus de 200 à vous êtes inscrits. Donc, c'est un sujet qui est vraiment sympa parce que je sens qu'il y a de l'intérêt pour tous ces participants. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de faire ce webinaire. Alors, on va peut-être commencer par se présenter. Donc, moi, je m'appelle Louis Ancel de Lamaze. Je suis associé au sein du cabinet. Ça fait maintenant, je pense, 7 ans que j'ai rejoint le cabinet Actuelia, qui a été fondé par David et Franck, que certains doivent connaître. Et au bout de quelques années, on s'est associés parce que le cabinet a bien grandi et j'aurai l'occasion de vous le présenter un peu plus en détail. Je suis accompagné par ce webinaire par Sandrine. Bonjour, moi c'est Sandrine, je suis donc consultante senior au sein de Actuelia et en fait j'ai rejoint le cabinet lors de mon stage de Master 1, donc c'était pour l'ISFA et ça date de 2019, donc voilà. Et depuis je me suis bien plu, pardon, donc j'y suis restée. Parfait. Euh, alors, le cabinet Tuelia est un cabinet qui a été fondé du coup en 2013. Euh, donc, il y a pas mal de choses. Certains nous connaissent un petit peu. On a à peu près une trentaine de collaborateurs, je dirais même plus de 35, d'être plus proche des 40 que des 30. On doit avoir pas mal de clients, une centaine, je pense que c'est à peu près ça d'organismes, que ce soit assureurs, que ce soit mutuel, que ce soit IP. On offre un certain nombre de travaux, de missions. On accompagne un certain nombre d'organismes sur ces travaux actuariels. Ce dont je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est dans nos valeurs, ce qu'on essaie de mettre en avant, ce qu'on essaie de présenter, c'est le côté pédagogie. En tout cas, ça fait partie des choses qui nous animent au sein de ce cabinet. Alors, ça se traduit par plusieurs choses. Là, ça se traduit par le fait qu'on soit tous un petit peu profs. On est prof de Lille, on est prof à Strasbourg, on est prof, on essaie d'être bientôt prof à Nice. Enfin, voilà, on essaie d'être prof un petit peu partout. Ça fait partie de notre pédagogie, enfin, de notre valeur et la pédagogie est une chose importante. Alors, ça se traduit aussi par l'animation de formation. On fait beaucoup de formations sur différents thèmes. Et ça se traduit aussi par cette volonté de faire ce format des webinaires qui a été créé au moment du Covid, c'est-à-dire au moment où on ne pouvait pas se rencontrer. On a dit mais il fallait quand même qu'on partage avec nos contacts, avec nos clients. Et donc, du coup, on avait organisé ces webinaires sur différents thèmes. Et en fait, ça a bien plu, les gens ont bien aimé. Et donc, du coup, on continue en fait ce format-là. On est ravis de faire ce webinaire sur un thème qui a déjà été abordé, la qualité des données. Mais en fait, il avait eu beaucoup de succès il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de le mettre un peu à jour par rapport aux différents retours qu'on a pu avoir, différentes expériences qu'on a pu avoir, parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. On y viendra un petit peu au détail après. Je permets aussi d'intervenir pour vous dire que les prochains webinaires sont pas encore fixés, mais a priori, il y en aura un sur la clôture solvabilité 2, donc l'anticipation, les règles et les éléments à faire, les points d'attention pour la prochaine clôture. On va essayer de proposer en fait un certain nombre de webinaires tout au long de l'année. Donc, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, on est toujours preneurs et ça nous intéresserait d'avoir votre retour. Donc, aujourd'hui, on est là, vous êtes là pour parler de la qualité des données. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, hein. Dès 2015, la CPR avait présenté ses attentes, mis un petit peu de warning sur ce qu'elle attendait en termes de bonnes pratiques sur la qualité des données. En revanche, la réalité du terrain, c'est que ce n'est pas un projet qui est facile, ce n'est pas un projet qui est rapide, ce n'est pas un projet qui se fait en 1 an. Donc, 7 ans après, on y est encore. Certains sont encore en train de travailler dessus, certains
sont un peu plus en run et ont d'autres problématiques, mais c'est un sujet en tout cas qui est vraiment d'actualité chez tous nos clients. Et donc du coup, on voit vraiment l'intérêt de partager avec vous ce retour d'expérience. Alors, on va s'appuyer à la fois sur notre expérience personnelle, mais aussi sur le retour de la CPR, qui a fait un questionnaire en 2019. Elle avait rendu ses réponses, ses synthèses, je crois que c'était en 2021 sur ces éléments-là. Elle a refait un nouveau questionnaire avec de nouvelles questions. Par exemple, elle a donné plus d'accent sur le rôle de la fonction actuarielle dans le cadre d'un dispositif de qualité de données, qui n'est pas de choses anecdotiques. Et donc, du coup, face à un intérêt qui devient un peu régulier de la CPR, on sent que ça vaut le coup toujours d'aborder les bonnes pratiques du dispositif de qualité de données. Alors, pour ce faire, on va avoir 3 temps, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont à peu près les mêmes que le webinaire d'il y a 2 ans. Pour ceux qui avaient participé, on a mis à jour un petit peu nos conclusions, mais la première chose, c'est évidemment de rappeler un peu les exigences réglementaires au sens de la directive solvabilité 2, pour dire dans quel contexte on est et dans quel cadre on est. Puis après, on essaiera de rentrer dans le détail des outils de la qualité des données, description et bonnes pratiques, et de donner un petit peu notre avis sur cette démarche qui finalement devient de moins en moins floue. On sait à peu près comment elle fonctionne, on sait les attentes, et en revanche, pour les mettre en œuvre, ce n'est pas toujours simple. On a des problématiques, chacun des problématiques internes, et c'est ça qu'on essaiera de répondre. On a essayé aussi, dans le cadre de ce webinaire, de s'ouvrir un petit peu par rapport à des défis de 2023, qui sont des questions qui ne sont peut-être pas encore répondues, qui vont être peut-être des questions ouvertes pour comprendre un petit peu comment on peut améliorer au quotidien, faire vivre ce dispositif de qualité de données, parce que vous allez comprendre, c'est de la documentation, mais cette documentation, elle doit vivre. Et c'est comme ça que l'on a un bon dispositif de qualité de données. Donc, c'est ce qu'on essaiera de voir dans ce dernier thème. Donc, commençons avec les exigences PDD au sens de la directive solvabilité 2. Alors, attention, je souligne bien au sens de la directive solvabilité 2, car on se passe bien sous un prisme en particulier. Et comme vous le verrez, ce n'est pas de la simple qualité des données avec, comme on a l'habitude de le voir, avec des bases de données comme les données manquantes, mais c'est bien plus que cela et ce n'est pas n'importe quelle donnée. Alors, pour cela, laissez-moi vous faire un petit point réglementaire. Donc, si on pose les généralités dans un premier temps, une bonne qualité des données, c'est, pour faire bref, l'assurance à travers le respect de certains critères et modalités que les résultats qui sont transmis au régulateur, donc à la CPR, mais aussi au public, sont fiables, dans le sens où les données sur lesquelles les calculs sont effectués sont fiables. Donc, en effet, les données restent quand même un élément clé de l'activité d'un organisme d'assurance et sont aussi la matière première à l'établissement des comptes, mais aussi des différents éléments quantitatifs prudentiels, donc, notamment les provisions, qui permettent, in fine, non seulement de conclure sur la solvabilité d'un organisme, mais aussi sur sa stratégie. Donc, si jamais il y a un souci dessus, cela va se répercuter en fait, sur tout le reste. Donc, pour éviter cela, l'objectif, c'est donc d'instaurer un système de gouvernance en matière de qualité des données qui s'occupera de tous les sujets relatifs à la QDD. Et à savoir que les données concernées ici sont celles qui permettent le calcul des provisions techniques en Visual Best Estimate, mais cela englobe aussi tout ce qui va permettre d'arriver au ratio de solvabilité, donc y compris le SCA. Donc, pour assurer une bonne qualité des données, le dispositif comprend certains outils, tels que par exemple une politique écrite, la création de cartographie des flux, de dictionnaire des données, de référentiels de contrôle. Et en fait, on vous présentera tout cela dans la suite un peu plus tard. Et enfin, en termes de champ d'application, vous voyez dans la slide, donc dans le tableau en bas de la slide, quelques références réglementaires qui concernent d'une part les données liées aux provisions techniques, mais aussi d'autre part les autres données liées, elles, aux informations financières qui rentrent dans le cadre d'un dispositif plus global qui est celui du contrôle interne.
Donc, il faut savoir qu'en matière de qualité des données concernant les provisions techniques, l'objectif, c'est de s'assurer de la fiabilité des résultats de provisionnement. Et donc, pour ce faire, on a des modalités qui sont précisées aux articles 19 à 21 du règlement délégué de solvabilité 2, que l'on va maintenant tour à tour aborder. Donc, le premier article, c'est l'article 19 du règlement délégué. Ce dernier traite des données utilisées dans le calcul des provisions techniques et en fait, il définit les critères sur lesquels on va déterminer si une donnée est de bonne qualité ou non. Donc, il en existe 3. Et le premier, c'est l'exhaustivité. Le principe, c'est de regarder s'il y a suffisamment d'informations historiques disponibles avec une granularité suffisante. Donc ça, c'est pour apprécier les caractéristiques du risque et leur tendance d'évolution. Et il faut aussi qu'aucune donnée pertinente ne soit exclue des calculs. Alors, pour vous donner un exemple, si vous prenez un triangle de règlement lorsque vous faites vos calculs de chain ladder et que vous êtes en santé, il faudrait avoir idéalement un historique de 3 ans. Donc, si jamais vous avez qu'une seule année, vous ne respectez pas le critère d'exhaustivité. Mais l'exhaustivité, ça ne concerne pas seulement que l'historique, ça concerne aussi le périmètre. Et donc ça, concrètement, c'est par exemple, si vos données de prestations contenues dans les triangles ne couvrent que, par exemple, 70% des prestations et qu'il faut faire des approximations sur les 30 autres pourcentages, vous n'êtes pas non plus dans les clous du critère d'exhaustivité. Le deuxième critère, c'est l'exactitude. Donc, le principe ici, c'est de vérifier que les données soient exemptes d'erreurs importantes et que les données soient cohérentes tant dans leur utilisation que dans le temps. Et là, par exemple, si on reste toujours sur notre histoire de triangle, c'est par exemple, vous pouvez vérifier si votre dernière diagonale de triangle est ce que vous avez dans vos comptes. Et si jamais ce n'est pas le cas, l'exactitude n'est dans ce cas-là peut-être pas vérifiée. Ça va dépendre où se situe l'erreur. Et enfin, le dernier critère, c'est le critère de la pertinence. Et il s'agit ici de savoir si les données sont adaptées et pertinentes aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées et si elles reflètent bien de manière adéquate les risques. Donc, si vous utilisez par exemple un triangle de règlement avec des données qui datent de 10 ans en arrière et que vous êtes toujours en santé, vous n'êtes pas forcément très pertinent. Il faut aussi dans ces critères que le volume et la nature des données garantissent un calcul des provisions fiables et non soumis à une erreur d'estimation importante, à savoir qu'on appelle, on dit qu'une erreur d'estimation est importante lorsqu'on calcule les provisions techniques quand cette dernière est susceptible d'influer sur la prise de décision ou sur le jugement des utilisateurs du résultat du calcul. Et enfin, toujours dans ce même critère, il faut vérifier que les données ont été collectées, traitées, mais aussi appliquées de manière transparente sur la base de procédures qui sont documentées. Et l'article 19 termine sur le cas des données externes. Donc, il faut connaître leur origine, mais aussi les hypothèses et les méthodes qui sont utilisées pour les traiter. Il faut aussi être capable de démontrer la nécessité de leur utilisation. Tout ça, c'est notamment vis-à- avez des données internes. Donc, il faut savoir pourquoi est-ce que ces données externes seraient plus adéquates. Et des fois, la réponse, elle est toute simple. Si vous n'avez pas le choix parce que vous avez un manque de données internes, vous devez utiliser des données externes. Ensuite, l'article 20 traite des limites des données. Donc là, on se passe plutôt dans le cas où un ou plusieurs critères de l'article 19, c'est-à-dire l'exhaustivité, l'exactitude, la pertinence, n'est pas respecté. Et donc, on documente alors les limites des données en précisant les plans de remédiation. Donc, c'est en fait des plans d'action qui sont possibles et qu'on compte ou non enclencher. Et par la même occasion, il faut aussi définir un responsable de chaque plan de remédiation. Et enfin, le dernier article, dans l'article 21, traite de l'utilisation d'approximations lorsqu'il n'y a pas suffisamment de données pour appliquer des méthodes actuariales. Mais c'est plutôt en fait à voir ça comme étant en dernier recours. C'est quand on a épuisé toutes les autres solutions. Et donc, par exemple, si le manque de données n'est pas dû à une inadéquation des processus internes, s'il n'y a pas d'ajustement possible pour les données internes et si utiliser les données externes reste insuffisant. Donc, un exemple d'approximation, c'est par exemple quand vous faites tout simplement vos model points. Les model points, c'est aussi des données, mais juste en vision agrégée et moyenne. Donc, quand vous faites vos model points, il faut aussi les faire rentrer dans le dispositif QDD parce que ce sont des données. Et généralement, vous avez quand même fait de la documentation dessus, donc vous ne partez pas de rien, vous partez quand même sur quelque chose qui existe déjà.
Et un dernier point, c'est conformément à l'article 37 de la directive CLT 2, il faut savoir qu'une qualité des données insuffisante peut motiver la constitution d'une exigence de capital supplémentaire par le superviseur, qu'on appelle aussi parfois capital add-on. Alors, c'est pas du tout pour mettre de la pression que ce soit, mais il faut le savoir. Et si jamais ça peut vous rassurer, aller jusqu'à la sanction, on l'a pas encore vu chez nos clients. Par contre, ce qu'on a vu en cas de limite identifiée sur les données par la CPR ou de manque, c'est plutôt de faire preuve de prudence, enfin, une demande de faire preuve de prudence. Et généralement, ça se matérialise par un petit capital supplémentaire qui n'est pas allé jusqu'à la sanction. Merci Sandrine. Bon, il y a aussi, en plus de la prudence qui est demandée dans les calculs, aussi des plans d'action qui sont à mettre en œuvre. Donc, ces plans d'action, ils sont, on va essayer de vous aider un peu à les faire face à cette théorie, cette réglementation qui paraît assez floue, mais finalement, on a pas mal d'éléments quand même pour pouvoir y comprendre. Et lorsqu'on qu'on essaye de bien appréhender un petit peu comment ça fonctionne, on se rend compte que ces 3 articles ont un intérêt et en fait se découlent assez bien. C'est-à-dire que les critères, on les comprend, mais l'article 20 et l'article 21, qui sont souvent délaissés, sont assez importants, puisque l'approximation fait partie du dispositif de qualité des données. Et donc, le fait de corriger les données, le fait de l'améliorer pendant le cours du calcul, fait partie des dispositifs qui sont acceptés, qui sont même intégrés dans la directive. Par contre, il y a un dispositif de documentation à mettre en place. Alors, ce premier point ayant été abordé, on va essayer de revoir un petit peu rapidement le questionnaire et ses retours. J'en profite aussi pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Et évidemment, on prendra le temps d'y répondre à la suite de ces webinaires ou peut-être à la suite des parties si ça pose un intérêt. Alors, le questionnaire qui avait été fait par la CPR, il était assez complet. Il y avait pas mal de choses dedans, puisque ça concernait quasiment 85% du chiffre d'affaires du marché d'assurance et de réassurance sur le marché français. Donc, c'était des gros acteurs qui ont répondu. Alors, est-ce que du coup, ça répond aux mutuelles qui sont peut-être moins structurées, moins organisées face à ces progrès? Bah oui, il me semble, parce qu'il y a un certain nombre de mutuelles aussi qui ont répondu à ce questionnaire. Donc, pour nous, on en tire en fait des conclusions qui sont assez importantes et qu'on voulait rappeler ici. Alors, les conclusions qui sont faites, ce sont surtout des conclusions négatives. Il y a des conclusions qui peuvent être positives, mais ce qui avait été remonté dans le questionnaire, c'est surtout, comme à l'habitude de le faire à CPR, j'espère qu'il n'y en a pas trop présent ici, mais ce sont surtout des conclusions négatives. Donc, il y a aussi des côtés positifs, et nous, on essaiera de le dire dans ces éléments-là. En revanche, ce qui est intéressant dans la formulation de restitution de la CPR, c'est qu'ils ont formulé ça autour de certain nombre de thèmes. Ces thèmes sont ceux qui entourent la gouvernance de la qualité des données, parce que ça sera un des éléments phares sur lesquels elle est bien accentuée la CPR et sur lesquels on essaiera de répondre par la suite. Mais il avait aussi rappelé l'importance du dictionnaire de données, l'importance d'un dispositif de contrôle et la formalisation, l'importance de l'urbanisation et de l'architecture SI, ça c'est important pour la suite et pour bien voir où sont les plans de remédiation à mettre en place, et l'importance d'un processus de validation et de pilotage de la qualité de données. Derrière ces concepts, on voit finalement les chantiers, les thèmes qui sont à répondre dans le cadre de cette dispositif de qualité de données à mettre en place. Parce que il va falloir un peu de pragmatisme, il va falloir un peu d'efficacité face à ce chantier-là. Alors, si on accentue un peu sur les faiblesses, il y a 3 grandes faiblesses, si on les résume un petit peu. Déjà, cette faiblesse, c'est sur la gouvernance.
Et ça, c'est vrai que c'est important. Ce n'était pas totalement défini. D'ailleurs, même lorsqu'on discute avec des acteurs du marché, je vois que sur la liste des présents, il y en a quand même pas mal avec qui j'ai déjà pu discuter. Il y a cette difficulté de savoir quel est le rôle de chacun, comment on fait pour faire travailler, interagir dans un quotidien les opérationnels. Cette difficulté parfois de passer d'un mode projet, qui va être la construction en fait, de cette documentation de ce dispositif, et d'un mode run, qui va être le quotidien de la qualité de données face à chaque arrêté trimestriel ou annuel en fonction des échéances réglementaires. Donc, cette gouvernance, elle est importante et ça, il y a un vrai accent qui est demandé, une vraie réflexion qui est faite, sachant que ça ne passera évidemment que si la MSB, vos dirigeants effectifs et votre conseil d'administration sont intégrés en fait à cette réflexion. Ce qui était souvent reproché et souvent bien mis en avant, c'est le côté processus manuel. Même si on arrive à documenter une qualité de données, ça reste quand même un des défauts que la CPR met en avant dans son constat, en expliquant qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, d'industrialiser, d'automatiser les calculs, les procédures, les éléments liés à la qualité de données. Donc, d'industrialiser l'extraction de données, d'industrialiser les contrôles, d'industrialiser le fait de remédier à des données qui peuvent être peut-être de non-qualité dans l'outil de gestion, mais dans lequel on va mettre en place pas un retraitement à la main chaque mois, chaque trimestre, mais sous des programmes qui peuvent être automatisés et industrialisés, avec un lien entre les exigences et les attentes du métier et la documentation et l'expérience que peuvent avoir l'informatique. Et donc, c'est bien cette notion d'interaction entre l'informatique et les métiers. Souvent, moi, je donne cet exemple-là parce que je pense qu'il est assez parlant. Lorsque l'on a commencé sur la VT2, maintenant, on est assez habitué. Au départ, on était un peu perdu, donc les acteurs étaient souvent avaient la demande et la nécessité en fait de devoir faire par eux-mêmes, construire par eux-mêmes leur base de données, construire par eux-mêmes les données dont ils ont besoin pour pouvoir faire les calculs et les exigences dont on a besoin. Et donc souvent, ça a été non automatisé. Et si on veut améliorer le dispositif de qualité de données, il faut que ces procédures soient automatisées dans la mesure du possible. Et c'est vers ça que la CPR nous demande de réfléchir. Donc ça c'est les grands thèmes que l'on peut avoir. Alors, si on avance un peu, on va essayer de regarder maintenant les outils de la qualité de données, les bonnes pratiques. Alors moi, il y a un point sur lequel il y a un peu mon dada, sur lequel j'échange beaucoup avec les différents acteurs que je rencontre, parce que je vois que ce n'est pas si clair que ça. C'est le lien entre le dispositif de qualité de données et le contrôle interne. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de contrôle interne, je pense qu'il y en a peut-être certains qui sont plus expérimentés et plus à même que moi d'en parler. En revanche, je pense que c'est intéressant de bien réfléchir à comment on intègre en fait un dispositif de qualité des données. Pourquoi je dis dispositif et pas processus? Eh bien, si on rappelle, le contrôle interne, c'est les contrôles de niveau 2, c'est face à des contrôles de niveau 1 qui sont les lignes de métier qui ont la responsabilité des contrôles du risque et de conformité des opérations au quotidien. Eh bien, on va avoir un responsable de contrôle interne qui doit définir et mettre en œuvre une stratégie, une gouvernance et un système de contrôle pour maîtriser les risques et s'assurer de la conformité des opérations. Donc, ça, c'est la définition classique. On pourrait même prendre la définition de l'audit interne comme le contrôle de niveau 3. Mais face à ça, la démarche classique, c'est de formaliser les processus, de réaliser une cartographie des risques et de formaliser des éléments de maîtrise, donc des éléments de contrôle. Eh bien, on va avoir des processus. Par exemple, un processus va être l'inventaire, le calcul des provisions techniques. Dans la cartographie des risques, on va ajouter
le risque de non-qualité de la donnée. Identifier ce risque-là. Est-ce qu'il est fréquent? On a souvent des non-qualités lorsqu'on réalise des calculs. Alors, pas évidemment au moment où les calculs sont validés, mais en tout cas dans la réalisation de son calcul. Est-ce que ça peut avoir des imprécisions importantes en termes de résultats? Est-ce qu'on est sur des petits écarts, sur des petites anomalies, ou au contraire, on peut passer du simple au double sur certains résultats? En face de ça, on va avoir des éléments de maîtrise. Et donc, on va mettre en place un dispositif pour maîtriser ce risque de non-qualité de la donnée. Eh bien, c'est ça le dispositif de non-qualité de la donnée. Et donc, du coup, le contrôle interne doit synthétiser tous les contrôles, tous les éléments, tous les documents, tous les outils qui sont des éléments importants du dispositif de qualité des données, et doit les intégrer dans ces éléments de maîtrise. Et là, il va y avoir donc une revue de ce dispositif par le contrôle interne. Ça peut être aussi l'animateur, hein, je ne prends pas de point, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce dispositif vient répondre à un risque qui est un risque de non-qualité. Et ce risque de non-qualité, il s'identifie, oui, dans un certain nombre de processus. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le voir, parce que si on l'intègre comme un processus en tant que tel, eh bien, on aura des difficultés à voir le lien entre le contrôle interne et la qualité de données. En tout cas, ça, c'est notre vision et c'est ce qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui. Alors, ce dernier thème, c'est un peu ce que j'ai pu dire au préalable, c'est-à-dire que le contrôle interne vient alimenter le dispositif de qualité de données par ses contrôles, et le contrôle interne vérifie le dispositif de contrôle des données en évaluant la maîtrise du risque de non-qualité. J'ai suffisamment de contrôle, je n'ai pas suffisamment de contrôle. Mais on pourrait même aller un peu plus loin, mais on y reviendra un petit peu. Du coup, l'audit interne fait aussi partie d'une revue de ces éléments de maîtrise. Il peut y avoir des audits du dispositif de qualité de données. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, et on a beaucoup eu l'occasion d'avoir des missions de ce type-là. Maintenant, si on passe sur la création du processus QED en lui-même, en fait, il se divise en plusieurs étapes qui correspondent en fait à l'élaboration, mais aussi à la construction de différents outils QED. Donc, nous allons à présent les passer tour à tour. Donc déjà, il faut rédiger une politique écrite de qualité des données qui doit aborder les thèmes qu'on vous a mis sur la slide, donc les principes directeurs de la politique, l'organisation et la gouvernance de la QED, le périmètre des données, le processus d'évaluation de la QED, les procédures de remédiation et de résolution, et enfin les règles relatives aux données externes. Pardon. Ce qu'on peut présenter face à ça, c'est les difficultés que l'on a lorsque l'on travaille sur les politiques écrites en règle générale. La politique écrite, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Alors, on a l'habitude, hein, c'est pas si compliqué que ça. En revanche, sur la qualité de données, ce qui est difficile, c'est que c'est un projet. C'est un projet qui est long à mettre en place. Et du coup, eh bien, on a une phase qui est assez longue dans laquelle on a une cible et une réalité. Et donc, il va se poser la question de se dire, mais qu'est-ce que je mets dans cette politique écrite? Est-ce que je mets la réalité ou est-ce que je mets la cible? La réponse est simple, je mets la réalité. En revanche, je peux ajouter, et nous, on préconise à ajouter la cible, en expliquant que voilà vers quoi on va. Et quels sont les moyens que je me donne pour arriver vers cette cible-là. En tout cas, il faut bien être précis dans sa politique écrite, parce que faire des éléments qui vont être trop vagues, c'est-à-dire que si on est sur une réalité, enfin, si on est sur une politique qui va être pas suffisamment précise, on va s'attendre en termes d'auditeurs, en termes de revues, à ce que les exigences réglementaires soient répondues. Comme on a de plus en plus d'éléments sur ce que c'est qu'un dictionnaire, ce que c'est une cartographie des flux, eh bien, on va s'attendre à ce que ça soit dans la réalité, ce qui n'est pas suffisamment expliqué dans une politique écrite. Donc, du coup, si la politique écrite ne décrit pas la réalité et ne décrit pas la cible, eh bien, on va s'attendre à ce que les exigences réglementaires soient répondues. Donc, il faut bien être précis dans cette politique écrite et définir une réalité des travaux en cours.
Donc, si on regarde la première partie, en fait, c'est la première partie de toute politique écrite normale. On va poser les principes directeurs, notamment l'instance qui valide la politique, à savoir ici le conseil d'administration, la fréquence des mises à jour, donc à savoir tous les ans, son contenu général avec la mention des processus mis en place pour veiller à la qualité des données, donc en fait, c'est tous les outils PDD, et enfin les enjeux, les objectifs et les référents en matière de qualité des données. Ensuite, il s'agit de décrire l'organisation et la gouvernance mise en place en matière de qualité des données. Donc, en fait, il est préconisé de créer un comité qui sera dédié au sujet et qui se réunirait au moins après chaque arrêté comptable, puisque les provisions seront déjà calculées à ce moment-là, et dont l'objectif sera de faire un tour sur le processus, entre guillemets, post-mortem. C'est-à-dire que le comité se réunit et va se poser des questions du type est-ce qu'on a eu les données à temps, quelles problématiques sur les données sont survenues, quels retraitements ont été faits, quelles approximations, quels contrôles ont été faits et lesquels n'ont pas été validés, est-ce qu'il y a des plans de remédiation à lancer, etc. Et pour qu'un projet soit mené à bien, il faut souvent désigner un chef de projet, qui est ici ce qu'on appelle le coordinateur QDD. Alors, ce n'est pas forcément lui qui va faire tous les travaux, mais c'est plutôt le chef d'orchestre qui s'assure que tout est bien en marche et qui coordonne les travaux. Alors, ce coordinateur, c'est souvent soit la fonction clé actuarielle, puisqu'elle est déjà dans le sujet, ou alors une autre personne plus transverse, comme la DSI, la MOA ou autre. Donc, les avantages, si c'est la fonction clé actuarielle, c'est que c'est déjà en fait dans ces listes de tâches d'évaluer finalement la cohérence et la qualité des données internes mais aussi externes utilisées dans le calcul des provisions techniques. Et si jamais elle voit qu'il y a des limites ou des soucis de qualité, c'est aussi à elle de faire des recommandations quant aux procédures internes visant à améliorer cette qualité. Elle est donc compétente sur le sujet, elle connaît les données et elle est utilisatrice des données. Alors, en revanche, les inconvénients, c'est qu'elle va sûrement manquer de temps à cause de toutes ces fonctions, mais aussi manquer de transversalité dans sa vision, puisque elle sera surtout concentrée sur les provisions. Elle risque donc de voir tout ceci comme étant un projet moins prioritaire dans ses listes de tâches. C'est pourquoi il est aussi possible de voir la DSI ou la MOA ou une autre personne comme étant coordinatrice QDD. Et dans ce cas-là, on aura une vision plus transverse du projet qui aura moins de chances d'être vue comme étant un projet annexe. Mais comme la personne n'est pas forcément du métier ou dans la partie calculatoire des choses, elle sera peut-être aussi moins compétente en la matière. Et dans ce cas-là, la fonction actuarielle sera quand même dans le projet, elle devra intervenir, échanger et collaborer. Donc, ce sera quand même difficile de faire sans elle. Donc, vous voyez dans cette slide, en fait, un exemple de gouvernance dans le cas où la fonction actuarielle n'est pas coordinatrice. Il est en fait possible de définir plusieurs rôles avec différentes tâches, comme par exemple une direction, un coordinateur, des propriétaires des données, des architectes, des utilisateurs. Mais le plus important, finalement, c'est que toute cette organisation, elle doit être formalisée et définie. Alors, la partie suivante de la politique écrite, ça concerne le périmètre des données. Alors, en fait, il est indispensable de prioriser les périmètres de QDD. Donc ça, c'est par exemple les données utilisées pour les provisions techniques ou encore les données utilisées pour le calcul du SCR et aussi de prioriser les données au sein de chaque périmètre. En sachant que, bien sûr, on peut avoir des dispositifs QDD différents selon le périmètre qui est choisi. Donc, on recommande de prioriser le périmètre des provisions techniques, dans un premier temps en tout cas, car les exigences réglementaires sont plus importantes dessus. Donc, ça veut dire que si jamais vous partez de zéro et que vous n'avez aucun dispositif qui est déjà mis en place, il vaut mieux commencer par créer quelque chose sur les provisions techniques, puis ensuite d'étendre sur le reste. En ce qui concerne la priorisation des données dans un périmètre, on pense de manière générale que la donnée qui permet de calculer un résultat est prioritaire par rapport au résultat, puisque si la donnée est fausse, automatiquement, le résultat qui s'ensuit est faux aussi. Alors, définir une priorité, une criticité de la donnée, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de réglementaire. C'est quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et nous, on y trouve son intérêt. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment réfléchir et il faut vraiment le définir au sein de
de la politique écrite. Elle ne doit pas être trop large, elle doit être assez précise sur la priorisation et la criticité des données, puisque ça va vous donner par la suite un certain nombre de conséquences sur la priorisation des remédiations, des corrections qui peuvent être faites. Donc, je pense que c'est vraiment un élément sur lequel il faut que ce soit bien réfléchi en disant quelles sont les données prioritaires, jusqu'à où je m'arrête en termes de chemin de la donnée, en termes de données en tant que telles. Est-ce que je prends des données agrégées? Est-ce que je vais jusqu'à la donnée source? Cette criticité de la donnée que l'on va s'imposer va être primordiale dans la définition de ce projet. Ensuite, si on regarde la partie suivante de la politique écrite QTD, en fait, ça concerne le processus d'évaluation de la qualité des données et cela est bien sûr à mettre au regard des 3 critères donc de pertinence, d'exhaustivité et d'exactitude qu'on vous a parlé tout à l'heure. Donc d'abord, un petit point important à mentionner, c'est que la qualité d'une donnée, elle n'est pas uniquement évaluée à la fin de son cycle de vie, c'est-à-dire lors de son utilisation finale, parce qu'à cette étape-là, elle aura déjà été éventuellement corrigée et sera sûrement devenue correcte. En fait, c'est possible qu'une donnée elle soit de non-qualité, mais qu'elle soit devenue correcte qu'après correction ou approximation. Donc, c'est quand même important de prendre aussi cela en compte dans son évaluation. Et donc, pour cela, il faut trouver de bons indicateurs. Et on vous a mis quelques exemples sur la slide. Donc, c'est une liste, bien sûr, non exhaustive. Et donc, par exemple, on peut compter le nombre de fois qu'on a dû relancer les calculs, souvent parce qu'une donnée a dû être corrigée, ou encore regarder via des tableaux de bord combien de contrôles ont été non validés, le nombre de fois qu'ils sont restés invalides avant d'éventuellement devenir valides. Et le dernier point sur la slide, c'est le dire d'expert. Alors ça, c'est parce que certains de nos clients nous disent parfois qu'ils n'utilisent pas telle ou telle donnée parce qu'ils savent pertinemment qu'elles sont fausses, parce que par leur expérience, ils savent qu'elles sont fausses. Et donc ça, il faut le faire remonter. Il faut préciser quelque part que cette donnée, elle n'est pas utilisée à dire d'expert, car elle n'est pas fiable, et que cela soit validé par le coordinateur QDD. Ensuite, on a les procédures de remédiation et de résolution. Donc ça, c'est ce qu'il se passe, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut enclencher lorsqu'un contrôle sur une donnée ne passe pas ou alors qu'il y a une carence détectée. Alors, il faut déterminer pour cela déjà un sponsor pour chaque donnée problématique. Alors, le sponsor, c'est en fait celui qui finance le plan de remédiation. C'est lui qui met en place les moyens pour faire ce plan et qui accepte la remédiation. Et cette remédiation, elle va se faire avec le propriétaire des données qui, lui, est responsable de la donnée et qui va exprimer le besoin de remédiation. Et optimalement, les plans de remédiation doivent être courts en délai dans la réalisation pour que ce soit efficace opérationnellement parlant et bien sûr faisable et réalisable. Et enfin, la dernière partie de la politique écrite concerne les règles relatives aux données externes. En soi, en fait, les données externes sont assujetties aux mêmes critères que les données internes, mais généralement, on arrive moins bien à les gérer. Alors, peut-être parce que c'est moins évident et qu'on a beaucoup moins la main ou de marge de manœuvre dessus. Mais c'est important de s'interroger sur comment on assure une qualité des données lorsque cette donnée provient d'ailleurs. Alors, ce qui peut aider, c'est de mettre en place dès le départ, donc en fait, dès le début du partenariat avec le fournisseur de données externes, des protocoles qui permettent un audit du dispositif qui gère les données externes afin de s'assurer de leur bonne qualité. Et ensuite, se renseigner auprès des fournisseurs de la donnée quels sont les contrôles qui ont été réalisés de leur côté, ça peut aussi être une bonne idée. Et bien sûr, ne pas oublier que du côté de l'organisme utilisant la donnée externe, il faut que ces données soient en cohérence avec les données internes. Et si ce n'est pas le cas, il faut rectifier le tir. Alors, il y a une question qui a été posée sur la politique écrite et comment on arrive à la fin de la politique écrite. Je vais juste la préciser parce qu'elle est intéressante, c'était de savoir si cette politique écrite qui a été donnée, elle est indépendante, elle doit être indépendante au sens réglementaire ou elle peut être intégrée à d'autres politiques existantes. C'est une très bonne question. Que ce soit dans la directive ou que ce soit dans le règlement délégué, il n'est jamais écrit rédiger une politique écrite sur la qualité des données. Donc, a priori, ça peut être un élément. En revanche, un élément de réponse. En revanche, si on regarde sur les orientations qui avaient été données par la CPR, et si on demande et on suit en fait ce qui a été écrit dans les différents questionnaires, il y a toujours la question
par rapport à cette politique écrite de qualité des données. Donc, on pense que même si ce n'est pas réglementaire au sens des règlements délégués ou alors de la directive, c'est dans les orientations. Et donc, du coup, il doit y avoir une politique écrite de qualité des données. En tout cas, ça fait partie des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques parce que c'est très difficile de l'intégrer dans d'autres politiques écrites puisque ça va être un sujet qui est beaucoup trop transverse, donc du coup assez difficile à réaliser. Et donc, si on passe à l'outil suivant, qui est d'ailleurs aussi intégré dans la politique écrite, c'est ce qu'on appelle donc la cartographie des flux. Et donc, bien sûr, les flux dont on vous parle, c'est bien sûr les flux des données. En fait, cette cartographie, elle se présente sous la forme d'un schéma qui permet à minima de tracer le parcours des données depuis leur origine jusqu'à l'obtention des provisions techniques en Visual Estimate ou jusqu'à l'obtention du SR selon le périmètre sur lequel vous êtes. Et ça peut s'étendre jusqu'au reporting au superviseur. Alors, le schéma, il doit être suffisamment synthétique, clair et doit être aussi en lien avec les autres outils QDD et notamment le dictionnaire des données, mais aussi le référentiel de contrôle qu'on abordera juste après. Et ça veut dire aussi notamment qu'il faut positionner les contrôles sur le schéma, chose qui est souvent oubliée. Donc, une manière simple pour construire, enfin, en tout cas, une astuce pour construire la cartographie des flux ou même le dictionnaire des données, sans rien oublier, c'est de partir de la finalité. Par exemple, ici, un best estimate, et de décomposer petit à petit ce qui est nécessaire pour le calculer. Et pour chaque élément, il faut déterminer quelle structure, quelle direction métier, quelle partie du système informatique, quel outil permettent de l'obtenir. Donc, on vous a mis ici sur cette slide un exemple de ce que ça peut donner. Alors, vous voyez que les contrôles sont bien mentionnés via les espèces de cercles sur certaines composantes du schéma. Et vous pouvez voir aussi certains outils, certaines structures informatiques, certains fichiers. Et ce qui est important, c'est de retenir que la cartographie des flux, ce n'est pas vraiment une cartographie du type SI. C'est pas limité qu'au système informatique, c'est vraiment une cartographie opérationnelle des données. Alors, nous, d'un point de vue très pragmatique, on insiste sur ce que vient de dire Sandrine en disant que cette cartographie des risques, elle doit être simple, claire et lisible en tant que telle. Il y a pas, c'est pas une liste des tables qui sont utilisées. Il va y avoir un lien vers les flux qui sont intégrés, qui sont présentés dans la cartographie des flux, mais ce lien, il va être fait avec le dictionnaire des données. Mais en revanche, l'idée de cette représentation graphique n'est pas d'y ajouter toutes les champs de données qui sont transférés dans chacun des flux. L'idée de cette représentation graphique est de savoir qui intervient, par où passe la donnée, par où est stockée la donnée et à quel niveau la donnée est contrôlée. Les données qui sont sous-jacentes à chaque flux, d'un point de vue graphique, il vaut mieux l'intégrer dans le cadre, par exemple, en nommant chaque flux et en intégrant ce nom de flux à l'intérieur du dictionnaire des données. Ce qu'on peut donner aussi, c'est que il faut bien intégrer évidemment les flux externes et pas oublier des petites fichiers Excel, des petits ajouts qui sont réalisés. Il faut bien que ce soit exhaustif. Et évidemment, l'objectif est donc, comme je vous l'ai dit, de voir s'il y a un trou dans la raquette en termes de contrôle, et donc du coup de bien positionner les contrôles de façon schématique au sein de cette cartographie des flux. L'outil suivant, du coup, c'est le dictionnaire des données. Alors, pour précision, on présente bien les outils selon l'ordre qu'on conseille de les commencer, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire la cartographie des flux avant le dictionnaire de données, même si à un moment donné, vous allez sûrement les finaliser en même temps ou les faire en simultané, notamment parce que la cartographie des flux, finalement, elle peut aider à constituer le dictionnaire des données. Alors, le dictionnaire des données, c'est donc une liste de données, et pour chaque donnée, il faut à minima renseigner certaines informations qu'on vous a mis sur la slide. Donc, vous avez le libellé de la donnée, la définition de la donnée, le format de la donnée. Donc, ça, c'est par exemple si c'est un nombre entier, un nombre décimal, un texte alphanumérique, etc. Vous avez aussi son utilisation en interne, la fréquence retenue. Donc, ça, c'est si elle est nécessaire tous les ans, tous les mois, tous les semestres ou autre. Et vous avez aussi la criticité de la donnée. Et chez Actualia, on a pour habitude de définir 3 niveaux. Alors, ça peut être plus fin selon les organismes, mais c'est par exemple nécessaire, critique, très critique. Et en fait, la criticité de la donnée
va être définie selon son impact sur le résultat pour laquelle elle est utilisée. Par exemple, vous pouvez faire des tests de sensibilité pour voir l'impact que cette donnée a sur, disons, par exemple, le best estimate, et selon son impact, définir la criticité. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais le premier niveau, c'est bien le niveau nécessaire. Ça sous-entend qu'on ne met pas dans les dictionnaires des données qui ne servent à rien pour le périmètre retenu. Et enfin, vous avez aussi la source de la donnée, le fichier dans lequel on peut accéder à cette donnée, et enfin, la profondeur d'historique. Donc, vous pouvez voir sur cette slide un exemple d'un bout de dictionnaire des données. Alors, une ligne, c'est bien une seule donnée, avec en colonne des informations à renseigner pour chaque donnée. Et à titre d'exemple, vous avez ici les 3 premières lignes qui sont des primes, qui viennent de 3 courtiers, donc ce sont des données externes. Et la 4e ligne, c'est aussi une donnée, mais qui est l'agrégation des 3 primes précédentes. Donc oui, il faut quand même être assez exhaustif dans le dictionnaire des données et y préciser, y compris les agrégations, puisque c'est aussi des données. Donc, et dans notre cas, en plus, l'actuaire, ce qu'il va recevoir, c'est la donnée agrégée et non pas les 3 primes différentielles. Alors, avant enfin, on va d'abord résumer un petit peu sur le dictionnaire de données. Le dictionnaire de données doit fournir du coup une documentation exhaustive des sources et du chemin de la donnée au fil de sa transformation. Donc, savoir par quel flux ça passe, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le lien avec la cartographie des flux, et évidemment l'utilisation de cette donnée-là, comme on l'a bien vu pour les différentes primes. Inclure une dernière colonne ou peut-être les contrôles appliqués et faire le lien entre le référentiel des contrôles. Ça aussi, c'est important. C'est peut-être une dernière colonne parce que c'est peut-être pas facile à faire dans un premier temps, quoique, mais cet élément est assez important à bien intégrer dans le dictionnaire des données. Alors, une question qui a été posée, et là pour le coup, c'est plus sur la cartographie des flux. Et c'est vrai que ça me fait penser que je n'ai pas précisé quelque chose qui, pour nous semble important, c'est est-ce que la cartographie des flux doit-elle se faire pour chaque donnée? Alors, évidemment, on ne va pas faire une carte pour chacune des données du dictionnaire des données, ce serait beaucoup trop lourd. En revanche, ce que l'on a vu une fois, et je trouvais que c'était plutôt pas mal, et c'est une pratique que nous, du coup, on préconise aussi. C'était une cartographie des flux qui est faite par processus. En fait, on a un processus assez simple qui est lié, par exemple, au calcul des estimés de sinistre. Eh bien, ça va avoir un certain flux, un certain cartographie qui peut être documenté. De la même manière, on peut avoir un processus qui va être, je ne sais pas, le calcul du SR marché, qui va être évidemment différent, parce que ce n'est pas les mêmes données. Eh bien, ce calcul du SR marché il peut avoir une cartographie des flux différente, puisqu'en fait, les sources de données sont un peu différentes. Donc, par processus, peut-être une bonne forme, si ça nécessite, hein, évidemment, si l'environnement est suffisamment sophistiqué pour pouvoir justifier de faire plusieurs cartographies des flux, mais ça peut être un bon élément pragmatique. Ensuite, si on passe à l'outil suivant, c'est le référentiel de contrôle qui a pour objectif de lister l'ensemble des contrôles opérés du coup sur les données utilisées. Et en fait, ces contrôles sont classifiés selon les 3 principaux critères de QDD, donc à savoir l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence qu'on vous a présenté tout à l'heure, en sachant qu'un contrôle peut répondre bien sûr à plusieurs de ces critères. Ces contrôles peuvent être aussi automatiques ou manuels, et il faudra bien sûr bien le préciser dans le référentiel des contrôles. Et il faut penser aussi à intégrer tous les contrôles de cohérence. Donc ça, c'est par exemple, si vous faites une analyse de résultats du type N-1 pour vérifier la cohérence, ça, c'est un contrôle qu'il faut intégrer dans le référentiel de contrôle. Par ailleurs, ces contrôles doivent aussi être dans la mesure du possible intelligibles afin qu'ils soient compris par tout le monde. Donc, il faut éviter de mettre trop de sigles ou trop de détails calculatoires. Et enfin, selon la structure de l'organisme assureur, il peut y avoir au final pas mal de données et donc de contrôles à considérer. Et pour cela, il faut choisir des outils qui sont adaptés pour éviter que ce soit trop chronophage ou trop complexe. Et là, on pense notamment à SAS, à Access ou à Excel.
Donc, on vous a mis sur cette slide un exemple de référentiel. Donc, une ligne, c'est un contrôle et on peut remplir en champ d'information des choses comme le libellé du contrôle, une description du contrôle, sa périodicité. Donc, ça, c'est à quelle fréquence on réalise le contrôle, où est-ce que les résultats du contrôle sont stockés, quelle est sa priorité et à quels critères de qualité il correspond. Après, il y a d'autres champs qui sont possibles. Et vous voyez, par exemple, au début, un champ de référence qui peut être pas mal utile quand vous avez un certain nombre de contrôles à faire. Alors, le point suivant est de rappeler un peu des bonnes pratiques sur le référentiel des contrôles. Donc, évidemment, de prioriser les données, ça, on l'a déjà vu, d'essayer d'automatiser au maximum ces contrôles. Ça c'est ce qu'avait expliqué et nous redit la CPR. De formaliser évidemment le contrôle. Alors, nous, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il existe plein de contrôles qui sont souvent réalisés, que ce soit par l'informatique, que ce soit par l'actuariat. L'objectif va être, dans ce dispositif, dans ce référentiel et dans ce projet en lui-même, d'essayer de formaliser de façon uniforme pour pouvoir avoir un meilleur suivi de la qualité des données de tous ces différents contrôles. Et donc, du coup, d'essayer de mettre en place le meilleur dispositif par rapport à l'existant. Parce que la plupart du temps, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a un existant de contrôle et il faut que, du coup, notre documentation puisse référencer l'ensemble de ces contrôles qui sont réalisés. Ensuite, on a deux éléments importants. Le lien vers la base d'incident, qui refait un peu le lien avec tout ce qui est contrôle interne, en expliquant que les éléments de contrôle qui ne seraient pas passés doivent s'intégrer dans la base d'incident. Et lorsque c'est un incident, c'est qu'on a un taux de qualité qui est pas obligatoirement bon. Bien réfléchir en taux de qualité et pas en OK KO, qui serait un peu factuel. Je prends l'exemple souvent, c'est un peu l'exemple que je prends, mais la date de naissance, parfois, elle est manquante. Lorsqu'elle est manquante, ça ne veut pas dire que, du coup, on ne peut pas calculer la provision technique ou la PM. L'idée est de dire qu'on a 95%, 98%, 99% de données qui répondent aux critères. Et donc, du coup, on a un niveau de confiance par rapport à l'estimation de la provision technique qui est suffisant. Donc, un taux de qualité peut être un élément important dans ces critères. Autre chose qui est important à bien mettre en avant, c'est les données externes. Les données externes sont à intégrer là-dessus. Alors, ce qu'on peut dire et ce que l'on voit souvent, c'est que les données externes sont souvent traitées de façon différente. Aujourd'hui, on voit chez les mutuelles beaucoup plus de flux externes qu'il y a quelques années. Et donc, du coup, une montée en volume de ces données. On considère que lorsqu'il y a plus de volume, c'est pas la peine de construire une usine à gaz pour pouvoir documenter, justifier ce process un peu spécifique. C'est pas toujours le cas et vous allez voir que assez vite, ce flux peut prendre de la taille, peut prendre de l'importance et la problématique devient de plus en plus importante. C'est ce qu'on nous on voit en tout cas chez les acteurs chez qui on a pu discuter. Et du coup, c'est important dès le départ d'essayer de sécuriser au maximum la gestion de données dans un futur où peut-être il y a une croissance de ces montants et de ces flux. Voilà. Il est possible de capitaliser sur les autres contrôles. C'est ce que j'essaie de vous dire en disant c'est à ce référentiel de s'adapter à l'existant parce qu'il en existe. Il en existe des contrôles qui sont déjà réalisés et c'est bien à la cartographie la référentiel des contrôles de s'adapter à ça. Un autre point important et qui rejoint aussi l'exemple de la date de naissance donnée par l'UNSM, c'est qu'il faut définir en fait des seuils d'acceptabilité à vos contrôles. C'est-à-dire que voilà, vous avez obtenu les résultats de vos contrôles, mais vous pouvez par-dessus fixer des seuils pour valider ou invalider le contrôle sur la base de son résultat. Donc, par exemple, vous voulez contrôler si telle donnée a un écart avec telle autre donnée et vous voyez un écart, dans notre exemple, par exemple, de 1%, et bien peut-être que ce 1%, ça peut être considéré comme étant significatif ou alors peut-être pas. Ça va dépendre du seuil que vous fixez. Donc, si par exemple, vous fixez 1%, vous allez considérer que, étant donné que vous êtes en dessous, on pourra considérer que malgré l'écart constaté, le contrôle passe quand même.
Donc, in fine, vous allez pouvoir définir en fait un état des contrôles, donc en fait une vision d'ensemble de combien de contrôles sont valides et combien de contrôles ne le sont pas, et sur cette base, définir un profil de risque QDD. Donc, si par exemple vous avez un profil qui est situé comme étant un profil à risque élevé, c'est que la qualité des données ne va pas. Vas-y, papa. Et enfin, le dernier outil QDD, qui est souvent fait en dernier, c'est les tableaux de bord. Alors, pour les constituer, il faut répertorier en détail tous les résultats de chaque contrôle et également aussi les éventuels plans de remédiation qui y sont associés et en faire une synthèse et les présenter au comité QDD. Donc, vous avez mis en slide des exemples. Donc, en haut, ce sont des types de tableaux de bord qui permettent de faire la synthèse du nombre de contrôles qui sont validés versus le nombre de contrôles qui sont invalidés. Et vous pouvez les présenter en décomposant soit par critères, soit par direction ou soit autre. Vous avez aussi en bas des tableaux de bord sur les plans de remédiation. Et celui-ci, en tout cas sur la slide, présente un suivi des remédiations qui sont lancées par chaque responsable. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même un élément assez graphique. Le but, c'est de finalement pouvoir lire rapidement l'information et que ce soit facilement présentable au comité afin qu'ils aient une vue rapide de l'ensemble de la situation. Alors, par rapport à ce tableau de bord, ce que nous, on précise, c'est qu'il faut essayer de ne pas trop le surcharger, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de détails à l'intérieur. En revanche, il faut qu'il y ait des données qui soient pertinentes et qui soient intéressantes. Essayer d'être graphique, ça c'est important. À la fin, et je le redis, finalement, dans 95% pourquoi j'ai 95, c'est peut-être moins, c'est peut-être plus, mais en tout cas, un certain pourcentage assez élevé des organismes avec qui on a discuté, avec qui on travaille, eh bien, au final, le niveau de confiance sur la production des chiffres est assez fort. En revanche, c'est le chemin qui a pu être un peu long. C'est toute cette phase d'amélioration de la qualité des tout au long de la production de la technique ou du ratio de solvabilité. Et ce chemin-là, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être raconter l'histoire de comment ça s'est passé, en fait, les éléments, et donc, du coup, comment ça se passe dans la réalité, tout en expliquant évidemment que peut-être le confort que vous avez au niveau de la qualité de données peut être suffisamment acceptable à ces éléments-là. Il doit renseigner évidemment le niveau de qualité de données sur le périmètre concerné et il doit également permettre de prendre des décisions stratégiques par rapport au plan de remédiation. Alors, il y a une question que vous posez sur le chat et je vous remercie parce qu'il y a pas mal de questions. Alors, je vais essayer d'y répondre à certaines. Quelles sont les bonnes pratiques en termes de délai pour les remédiations des anomalies? Ce que je peux vous dire, c'est que ça va dépendre de l'anomalie, évidemment. Alors, c'est une réponse de Normand, ce que je suis et j'assume. Mais pour vous donner un peu plus de détails, c'est de dire que finalement, il n'y a pas de bons éléments. Il n'y a pas de bons délais. Si l'approximation, donc l'article 21 de la directive, c'est-à-dire qu'on a une limite de la donnée, elle est identifiée, elle est vue, et que l'approximation convient au conseil d'administration, eh bien, le plan de remédiation, il peut être très long, même peut-être reposé à plus tard, en disant, eh bien, OK, j'ai compris que je n'avais pas la bonne qualité, j'ai compris qu'il y a une approximation qui a été obligée d'être faite par rapport à ça, parce que chaque fois, il me manque des dates de naissance, il faudrait que j'ai une évolution de mon outil de gestion pour que ça soit une donnée obligatoire et que je ne puisse pas passer pour le gestionnaire à l'étape suivante, ou alors il faudrait que, eh bien, de la même façon, mes EDI intègrent un contrôle pour que la donnée soit non manquante pour mes courtiers. Eh bien, peut-être que ça, c'est la cible, c'est les éléments, mais finalement, est-ce que de retenir l'âge moyen n'est pas aussi pertinent? Finalement, est-ce que la remédiation n'est pas aussi pertinente et elle n'est pas suffisamment efficace? C'est cette question qu'il faut se poser en disant aussi, d'un point de vue stratégique, quel est le bon niveau des plans de remédiation que je peux mettre? Alors, ça, c'est ce que je peux vous dire. Ce que je vais vous dire aussi, c'est en termes de remédiation et d'anomalies, il y a aussi qui remonte ces anomalies.
Et là, je vais reparler d'une chose qui n'est pas assez mise en avant dans la présentation, c'est le rôle de la fonction actuarielle. Si la fonction actuarielle considère que eh bien, les données, la qualité de données n'est pas suffisante pour pouvoir garantir en fait une bonne exactitude, une bonne pertinence de ses provisions techniques, eh bien là peut-être que les délais de remédiation doivent être raccourcis. Là encore une fois, on est sur un niveau de stratégie. Ensuite, il y avait d'autres questions qui étaient posées en termes de pratiques de marché sur le sujet de criticité et afin de ne pas faire des sensibilités sur le BC Estimate. Alors, là-dessus, on n'est pas très à l'aise par rapport à la question, c'est que si l'idéal, c'est de faire des tests de sensibilité, ce qu'on appelle des ABAC. C'est-à-dire, eh bien, en fonction de la donnée, en fonction de chaque donnée, quels sont les impacts sur le BC Estimate, sur le SCR que l'on va avoir. Donc, c'est la bonne pratique. Nous c'est ce qu'on préconise et c'est ce qu'on peut avoir. Après, évidemment, ces critiциtés, elles peuvent être à des experts, comme l'a précisé Sandrine la dernière fois, enfin tout à l'heure. Mais nous, voilà, la bonne pratique, c'est ces tests de sensibilité, ces ABAC. Voilà, je pense que j'ai répondu aux principales questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les reposer sur le chat. Alors, pour finir cette présentation, on a un peu, on s'en excuse. Certains, mais beaucoup sont encore présents, donc je vous remercie. Donc, on voulait vous présenter, ouvrir un peu sur d'autres défis pour 2023. Alors, le premier défi qu'on y voit, c'est eh bien, il faut finir ce projet. Alors, il faut finir pour qu'il y ait des petits succès. Alors, les petits succès, c'est d'arriver au bout du chemin de la donnée. Donc, nous, ce qu'on préconise et ce qu'on remet en avant, c'est faites par petits projets, faites par processus, faites par quelque chose qui est maîtrisable, qui est un environnement qui est connu, un environnement qui est maîtrisé, mais sur lequel vous pouvez aller jusqu'au bout du chemin. Il vaut mieux avoir tous les éléments sur un petit périmètre qu'un seul élément sur l'ensemble de votre périmètre. La deuxième chose, c'est vous aurez du mal parfois en interne même si c'est une exigence réglementaire, à faire un peu d'intérêt à ce processus de qualité de données, même si la CPR est là pour nous rappeler son intérêt. Ce que nous, on rappelle, c'est que de dire ça va avoir des intérêts sur plein d'autres choses. Par exemple, ça va avoir un intérêt sur Fastclose. Le fait d'automatiser, le fait d'industrialiser, le fait de rendre les choses automatiques va pouvoir permettre peut-être d'accélérer les délais de clôture. Peut-être va vous permettre de vous rendre compte que pourquoi ça prend tant de jours pour réaliser les provisions techniques, c'est que l'actuaire, ils sont satisfaits, mais qu'il est obligé par lui-même de retraiter les données, de faire un certain nombre de contrôles. Et peut-être que c'est ça qui peut amener à une accélération du délai de clôture, c'est seulement une réflexion sur la qualité de données. Alors, un sujet un peu à la mode, c'est la cybersécurité. Le lien entre la qualité de données et la cybersécurité n'est pas évident, mais on voulait en parler quand même parce que la cyberattaque, elle va attaquer principalement les données. En général, c'est ce qu'ils recherchent, c'est ce qui est monétisable. Et d'ailleurs, c'est ce qui est monétisable à la fois parce qu'on appelle, je crois qu'on appelle Darknet, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi votre valeur ajoutée, vos éléments, et donc du coup, parfois, ils vont vous bloquer l'accès à ces données-là. Donc, cette historisation, cet élément de cyberattaque est quelque chose qu'il faut bien avoir. Si on regarde le slide suivant, on a bien dans la qualité et dans le dispositif de qualité des données qui peuvent être intégrés dans la politique écrite ou dans ces éléments, on va avoir des exigences en termes de sécurisation de la donnée. On va avoir des mécanismes de tension d'attaque potentiels pour établir l'analyse des données et des exigences accrues en termes de gestion du système d'information. Toute cette sécurisation de la donnée est aussi importante et s'intègre dans une sécurisation de l'historique des données. C'est intégré dans les exigences
en termes de qualité. Alors, il me semble que c'est dans les règlements délégués où il parle bien de mécanismes d'historisation des données. Alors, il parle d'historisation des données qui ont été utilisées pour pouvoir faire les différents scénarios, mais aussi l'historisation des résultats. Donc, ces deux éléments sont à sécuriser, avoir une bonne élément et faire en sorte qu'on ne se fait pas embêter sur ces résultats-là. Alors, le quatrième défi, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le risque de durabilité. Alors, je ne vais pas vous refaire un cours sur la durabilité, une présentation sur la durabilité, mais l'idée, c'est de dire que l'importance croissante de cette problématique environnementale, sociale et sociétale, c'est pas très français, a conduit les autorités à publier en fait et à demander aux organismes d'augmenter l'exigence en matière de reporting extra-financier. Qui dit reporting extra-financier dit qu'il va y avoir des données qui vont être publiées. Alors, si on s'attarde 2 minutes sur ce contexte réglementaire lié à la durabilité, eh bien, on voit que eh bien, il y a beaucoup de réglementations qui soient en vigueur aujourd'hui ou alors qui seront en vigueur demain. Si on regarde, et vous pouvez regarder ce qui est demandé, il y a un certain nombre de données qui vous est demandé. Des données de la proportion de vos actifs verts, des données sur le code NAS, les données sur vos déchets, sur votre gestion interne, et tout ça seront de l'information extra-financière. Donc, de l'information qui seront sur votre site Internet, de l'information financière. Donc, si on reprend la définition en tant que telle, ça peut être intégré dans un dispositif de qualité des données, dans un dispositif d'exigence. Donc, nous, on attire l'attention en disant, ces projets-là, finalement, il faut que votre dispositif de qualité de données soit suffisamment large, suffisamment flexible pour s'intégrer aussi à d'autres processus. La production du rapport ESG peut être un processus en tant que tel et va nécessiter l'extraction, la documentation, la récupération de données. Eh bien, ça peut être une documentation en tant que telle d'un dispositif. Donc, il faut essayer de réfléchir, de construire sa réflexion du dispositif pour essayer de l'étendre sur toutes les données extra-financières, sur toutes les données qui sont documentées. Et ce rapport, ce risque de durabilité, qui reste nouveau, va donner des nouvelles données et peut-être essayer de construire en fait ce processus d'alimentation dans un dispositif de qualité de données. Les autres défis, c'est de dire, alors c'est un peu plus large, c'est de dire finalement, là on parle de risque de durabilité qui est une évolution réglementaire, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être des évolutions réglementaires liées aux IFRS, liées à la CBFT, ou alors des évolutions macroéconomiques comme l'inflation. L'inflation, bon, moi je suis peut-être un peu trop jeune, je n'avais pas connu l'inflation, je découvre ce que c'est. Non, j'exagère. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes modèles que j'utilise depuis que j'ai commencé à travailler, ils intègrent plus ou moins bien l'inflation parce que ce n'était pas un sujet. Là, aujourd'hui, on va devoir réfléchir à cette prise en compte de l'inflation qui va être à la fois plus forte et surtout, c'est ça le problème, très changeante. C'est-à-dire qu'on était quand même passé d'un environnement où il n'y avait pas d'inflation à un environnement où il y a beaucoup d'inflation. Et ça, en quelques mois. C'est ça la problématique, c'est comment les modèles vont répondre à ces changements de paradigme. Et donc, ça va pas bien y répondre, je vous donne la réponse. Donc, il va falloir intégrer des nouvelles données, intégrer des nouveaux processus, intégrer des nouvelles méthodes de calcul et intégrer des nouvelles données qui sont peut-être des données de marché. Eh bien, ça, c'est à intégrer dans votre dispositif de qualité de données. Donc, vous devez bien faire en sorte que ce dispositif vive et suive en fait les évolutions liées à les méthodes qui sont utilisées dans le cadre des prévisions techniques. Alors, le dernier point qui nous a été suggéré en amont de ce webinaire, c'était à propos des audits. Évidemment que le dispositif de qualité de données peut être intégré au plan d'audit. Nous, on a réalisé un certain nombre. J'ai même vu des personnes que j'avais auditées qui sont venues à ce webinaire. Donc, je les en remercie.
Donc, c'est quelque chose qui est important parce que finalement, on a mis en place un dispositif et ça rentre dans un processus de contrôle interne. Alors, on a mis un exemple d'objectifs qui peuvent être intégrés en termes d'évaluation en matière de formalisation, en termes de mise en œuvre de run et en termes de contrôle sur tout le chemin des données que l'on peut avoir. Et donc, pour conclure, si on résume en quelques points importants à garder en tête, c'est que déjà, il est fortement recommandé de mettre en place une comitologie dédiée au sujet de la qualité des données et de surtout le formaliser. Il y a aussi pas mal d'outils finalement qui restent encore à parfaire, mais il est possible dans un premier temps de se restreindre sur un périmètre, donc celui des provisions techniques par exemple, qui ont plus d'exigences réglementairement parlant, avant de s'étendre à l'information financière. Et enfin, comme vous l'a présenté l'UNSEM, les nouvelles problématiques de 2023, comme le risque de durabilité, vont amener leur lot de données, et qui dit nouvelles données, dit aussi adaptation du dispositif QDD. Merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Vous étiez très nombreux, donc moi je suis ravi. Vous étiez, je crois qu'à un moment on était à peu près 120 ou même plus. Donc voilà, je suis très heureux de vous avoir. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que on est disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des mails avec les différentes questions. Il y a évidemment une question qui a été est-ce que l'on va partager le support? Évidemment, il y a un mail qui vous sera envoyé avec à la fois le support et à la fois la vidéo qui sera mise en ligne sur notre site internet, dans lequel vous retrouvez toutes les vidéos de tous les webinaires qu'on avait pu faire. Alors, une question qui nous a été posée, sur laquelle je ne suis pas sûr qu'on ait répondu, là maintenant dans le temps des questions-réponses, c'est quel est le périmètre de la qualité des données en termes de données? Est-ce que ça doit couvrir aussi le système d'information? Alors, cette question, elle m'embête un peu parce que j'ai peur de voir en fait quelle est l'attente face à cette question. D'un point de vue théorique, et si on est d'un point de vue réglementaire, on doit suivre, ce qu'a expliqué Sandrine et ce qu'on a essayé d'expliquer, le chemin de la donnée ou le data linéage. Donc, c'est toute l'histoire de la donnée. Et évidemment, la donnée va passer par le système d'information. Donc, évidemment, le chemin de la donnée, ça intègre le système d'information. En revanche, on explique que le dispositif de contrôle, le dispositif de revue soit différent, qu'il y ait des éléments intégrés qui soient différents. C'est-à-dire que dans le dictionnaire des données, la donnée, elle va être évidemment définie en tant que telle, mais elle va être contrôlée de façon automatique. Donc, le lien va être via les contrôles qui sont automatisés. Peut-être qu'on va avoir une formalisation du cartographie des flux qui va être un peu plus agrégée, c'est-à-dire qu'on va être sur une grosse boîte de dataware et pas sur toutes les tables de données qu'on peut avoir dans une documentation d'un système d'information. Peut-être que le référentiel des contrôles peut-être donner un lien vers un code spécifique dans lequel les contrôles, les batchs quotidiens sont rédigés. Donc, c'est peut-être un lien en disant il y a une batterie de contrôle qui prévoit ça, ça, ça et ça. Et voilà, batterie de contrôle, le lien est vers tel document spécifique. Donc, peut-être que votre documentation va être moins précise dans le niveau du système d'information. En revanche, ça fait clairement partie du périmètre de qualité de données. Il y a aussi une autre question, c'est pourriez-vous apporter plus de précision sur exhaustivité, exactitude et pertinence figurant dans le référentiel de contrôle? En fait, c'est surtout pour chaque contrôle que vous mettez dans votre référentiel, dire est-ce que ce contrôle va plutôt vérifier l'exactitude, l'associativité ou la pertinence. Et bien sûr, ça peut vérifier un seul des critères ou les trois.
Alors, merci beaucoup, en tout cas. Merci pour vos retours. Il n'y a pas de retour positif. Donc, merci beaucoup. Non, je pense qu'on a répondu. En tout cas, je pense qu'on a répondu à tout. On va rester encore quelques minutes pour ceux qui veulent encore poser des questions. Mais nous, on a fini notre présentation. Et en tout cas, merci pour votre participation et j'espère à très bientôt. Merci. Merci à vous en tout cas et bonne journée. Oui, bonne journée et bon courage avec la neige. Bon, je ne sais pas si ça se dit ça. Ne tombez pas malade. Prenez soin de vous. Faites attention à la qualité de. Non, pardon. Je vais essayer de faire une blague avec la qualité de données, mais je ne vais pas trouvé. Peut-être que ça sera coupé, tu vois. Quand on enregistrera le truc, ce sera coupé, ça, je pense. Peut-être, mais je pense que ça peut couper. Du coup, je vais arrêter la vidéo. Ouais. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.